Nous allons évoquer un sujet révolutionnaire, méconnu des historiens diplômés. Sans tabou, nous partirons à la découverte d'une facette du roi François Ier, qui dépasse les limites du savoir actuel. Nous verrons comment certains châteaux sont placés avec précision sur la carte, comme si les bâtisseurs avaient disposé du logiciel Google Earth. Nous verrons comment il semble qu'ils aient connu les unités de mesure mètres et kilomètres, plus de 2 siècles avant leur officialisation. Avec logique et rationalité, nous retrouverons des messages importants que les bâtisseurs ont déposés pour nous. Le château de Chambord a été voulu par le roi pour porter des indices, transmettre un secret au futur. Nous retrouverons le fil d'Ariane d'une vaste mise en scène à l'aide de spéculations sur les lettres et les chiffres, le nombre d'or. Partons à la découverte des arcanes ultimes de notre civilisation, qui pourraient bien changer le monde prochainement. François Ier a régné au XVIe siècle, pendant la période dite de la Renaissance. À la suite de l'exemple italien, le monde s'ouvrait à des idées nouvelles dans tous les domaines. Pour l'historienne Anne-Marie Lecoq, l'intérêt de François Ier pour les sciences occultes s'est manifesté à plusieurs reprises au cours de son règne. Très tôt, il commande à Jean Tonneau un traité sur la Kabbale juive, la tradition ésotérique du judaïsme. Non satisfait du résultat, il lui en commande un second. Ce sera la Kabbale ou l'état du monde angélique ou spirituel. Un des grands du royaume, le connétable de Montmorency, offre au roi un petit traité d'alchimie, tourné de langue hébraïque en langue française. François Ier a été le plus bâtisseur des rois de France. L'architecte du XVIe siècle, Androuet du Cerceau, a écrit que François était, ouvrez les guillemets, merveilleusement adonné après ses bâtiments, de sorte que c'était le plus grand de ses plaisirs. Le roi, en bâtissant, était si attentif que l'on peut presque dire que nul autre que lui ne fut l'architecte. Fermez les guillemets. Le diplomate italien Fabrizio Bobba a noté que ce roi aimait tracer des dessins d'architecture. Quant à sa sœur Marguerite de Navarre, elle écrit à son frère « Voir vos édifices sans vous, c'est un corps mort, et regarder vos bâtiments sans ouïr sur cela vos intentions, c'est lire en hébreu. » Ainsi, pour les historiens, le créateur du château de Chambord, c'est François Ier. Il en connaissait tous les secrets. Le roi en a décidé la création très tôt, au début de son arrivée au pouvoir. Il a soutenu financièrement la construction de Chambord pendant les 32 années de son règne. Ce palais est le plus grand des châteaux de la Loire. Placé au milieu de nulle part, il a été bâti sur des marais, ce qui a compliqué l'établissement des fondations. Il n'a jamais été vraiment utile, même pas à François, qui n'y a passé que 70 jours. Ce château reste une énigme de pierre que nous allons solutionner. Le responsable des travaux, à partir de 1536, était Philibert Babou, sieur de la Bourdaisière. Ce personnage représentait personnellement le roi sur le chantier. Il avait les pouvoirs d'une sorte de super-commissaire. Étrangement, cet homme était aussi le secrétaire chiffreur du roi, un expert dans l'art des courriers codés. Y avait-il certains ajustements, certaines proportions, dimensions précises à respecter absolument dans la construction du château de Chambord? Observons le fameux portrait de Jean Clouet. Un étrange visage stylisé se trouve à côté de la tête du roi. Il symbolise la facette occulte de François Ier. Sur le pourpoint, on a une allusion à la cordelière de la famille de Savoie, à laquelle appartenait François par sa mère. C'est le classique nœud en 8 que l'on va retrouver à Chambord. Il est porté sur la clavicule.
mot qui se rattache étymologiquement au mot « clé ». On va s'apercevoir que, effectivement, pour François, le chiffre 8 est une clé importante. Le 8 est d'ailleurs brodé un peu partout sur le pourpoint. Il apparaît comme une obsession du roi. Sur ce portrait de Van Clève, on voit des 8 brodés sur les manches. Sur ce portrait équestre de Jean Clouet, la croupière du cheval comporte des grands 8 contenant chacun 2 autres 8. Voici une statue du château de Fontainebleau, probablement postérieure au XVIe siècle. Le sculpteur a cru bon faire figurer la cordelière en 8 sur le pourpoint. Et ici. L'ordre de Saint-Michel était un ordre de chevalerie fondé par Louis XI. Le roi de France le présidait et les 36 chevaliers devaient lui prêter serment. Quand François Ier monta sur le trône, il modifia le collier de l'ordre en y incorporant une série de 8. Continuons les investigations au château de Chambord. Les plafonds des salles de garde, au 2e étage, présentent des caissons ornés en alternance d'une salamandre et d'un F. La salamandre, symbolisant le feu, était l'emblème personnel du roi. Chaque F est entouré d'une cordelière nouée en 8 à gauche et à droite. On va s'apercevoir dans la suite que la fascination royale pour le chiffre 8 va bien au-delà d'une référence à sa famille d'origine, celle de sa mère, Louise de Savoie. Chaque plafond comporte 80 caissons. 80, c'est 10 fois 8. Le fameux double escalier au centre du donjon est soutenu par 8 piliers. Il y a 8 appartements identiques dans le donjon. Au-dessus de l'escalier s'élève la tour-lanterne. Elle est décorée avec de grands disques, présentant chacun une salamandre. Mais à bien y regarder, certains disques sont quasiment impossibles à voir, qu'on observe de la terrasse, des fenêtres ou même du sol. Il y a juste un angle de vue qui ne laisse qu'entrevoir une petite partie énigmatique des disques cachés. Pourquoi placer des éléments décoratifs qu'on ne peut pas voir ? Ces disques-là n'apparaissent pleinement qu'en empruntant le petit escalier de la tour. Il mène à une terrasse circulaire. Le privilège de l'emprunter ne devait pas être accordé au premier venu. Et là, on voit les 8 disques cachés. Chacun porte un grand F cerclé d'une cordelière nouée en 8 à droite et à gauche. Le surprenant est la présence d'un étrange sigle, un assemblage du chiffre 8 imbriqué dans une croix à 3 croisillons. Ce type de croix est dite papale, et l'on sait que le pape avait accordé à François le titre de chef de l'Église de France au début de son règne. Le roi de France était le roi très chrétien. Ce cryptogramme en 8 se retrouve sur des étriers ayant appartenu à François Ier. Février 1525. L'armée française fait le siège de la ville de Pavie. Les impériaux de Charles Quint viennent chercher la confrontation. Les canonniers français pilonnent l'armée ennemie avec succès. La victoire est en marche, mais le roi François, le roi chevalier, veut son instant de bravoure et de gloire. À la tête de la cavalerie, il charge les lansquenets allemands. Ah mais non! Les canonniers français sont obligés d'arrêter de tirer. L'ennemi se reprend. L'armée française est décimée. François Ier est fait prisonnier. On retrouvera sur le champ de bataille son épée.
La lame est décorée avec le cryptogramme en 8. Nous comprenons que ce sigle énigmatique était important à titre personnel pour le vainqueur de Marignan. Et justement, une médaille commémorant la bataille de Marignan montre le jeune monarque portant un pendentif très ressemblant au cryptogramme de Chambord. Le 8 est remplacé par la lettre S. S pour salamandre ou symétrie, ou encore pour la question S. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si, dès le début du règne, il existait une planification ésotérique, un projet qui allait être appliqué dans les décennies suivantes. À ce stade, une question se pose, pourquoi 8 ? Pourquoi l'omniprésence de ce chiffre dans l'environnement immédiat du roi? En ancien français, l'huis, c'est la porte, en l'occurrence celle du secret. Le chiffre 8 se raccorde à la notion de l'infini, puisqu'on peut suivre le chemin de ces boucles indéfiniment. Le cryptogramme a été placé dans le haut du château de Chambord, près du ciel. Pour construire un cadran solaire, il est nécessaire d'ériger une tige, le gnomon. En relevant la position de l'ombre tous les jours à la même heure, au bout d'un an, un 8 apparaît. Les cycles du cosmos et de la mécanique céleste sont ainsi évoqués. Le château de Chambord marque un caractère solaire, donc royal, qui annonce Louis XIV, le roi soleil. On ne peut ignorer le dieu égyptien Thoth, l'Hermès grec, dont le nom a donné l'hermétisme, la science des initiés. Champollion nous apprend que le nombre 8 est particulièrement consacré à Thoth. Ce dieu fut appelé Shmoun, qui, en égyptien, signifie 8. D'ailleurs, dans sa version romaine, en tant que Mercure, le dieu porte parfois un grand 8 évocateur. Comme expliqué dans certaines de mes vidéos, il symbolise le caducée. En Égypte, en Grèce et à Rome, Thoth, Hermès, Mercure est un dieu civilisateur, censé avoir apporté les arts et les sciences à l'humanité. Une certaine connaissance, voire des artefacts, concernant les civilisations préhistoriques oubliées, quelque chose a été transmis, était connu des rois de France. Cet étrange portrait, composite et androgyne de François Ier, met en parallèle le roi et des divinités antiques, notamment Mercure. Le caducée est présent avec son 8 emblématique. Caducée que l'on retrouve sur l'escalier de parade du château de Fontainebleau, à côté d'un manuscrit énigmatique, je dirais même hermétique. À force de s'amuser comme un petit fou à tracer des lignes avec le logiciel Google Earth, on finit par remarquer un alignement de 3 monuments. Le château de Chambord, le château de Fontainebleau et la basilique Saint-Remi de Reims se trouvent sur la même ligne.
Le château de Fontainebleau est un haut lieu de l'histoire de France. Un palais qui doit son apparence actuelle à François Ier. Il en avait fait à une époque sa demeure préférée. Il mit en œuvre un agrandissement conséquent des bâtiments. Les rois de France qui lui succédèrent continuèrent à résider à Fontainebleau. Napoléon en parlait comme de la maison des siècles, la demeure des rois. La ligne passe dans le jardin de Fontainebleau, à moins de 200 mètres du château. La basilique Saint-Remy de Reims est un haut lieu de la royauté française. La basilique abrite encore en son cœur le tombeau de Saint-Remy. La conversion du roi des Francs, Clovis, au catholicisme est considérée comme un acte fondateur de la France royale. À partir de ce baptême, l'archétype du roi de France est fixé. Les monarques allieront en leur personne la légitimité spirituelle catholique et le pouvoir temporel politique. Cela devait durer 1500 ans. L'importance de la basilique Saint-Remy tient aussi à sa fonction de gardienne de la Sainte Ampoule, le récipient qui contenait le Saint-Crème, utilisé lors des cérémonies du sacre. Les rois de France étaient sacrés dans la cathédrale de Reims. Le sous-sol de la basilique est une véritable nécropole de la dynastie carolingienne. Carloman, le fils aîné de Charles Martel, se fit inhumer dans la basilique. Les souverains Louis IV et Lothaire suivirent son exemple. L'alignement des châteaux de Chambord et Fontainebleau avec la basilique Saint-Remy est-il le fruit du hasard ou a-t-il été ajusté consciemment par François Ier et ses hommes? Nous aurons la réponse bientôt. À peu près au milieu de la distance Chambord-Fontainebleau se trouve le village de Loury. La ligne passe à un peu plus de 400 mètres du petit château de Loury. Là, quelque chose attire notre attention, un objet qui va devenir un indice majeur. Une plaque qui porte une inscription. C'est un quatrain qui contient le nom François Ier. On y voit deux anomalies qui font ressembler le texte à un message codé. Le découpage des groupes de lettres ne respecte pas les mots, les majuscules sont placées n'importe où. Dans cette enceinte, le grand François Ier trouve toujours jouissance nouvelle où il est heureux. Ce lieu suave recèle Fleur de Beauté, Diane de Poitiers, 1527. Mais alors, il se peut que cette plaque ait été posée volontairement sur l'axe Chambord-Reims pour confirmer que cette ligne a été voulue par la royauté. Cette inscription accrédite l'hypothèse d'un jeu de piste dont Loury serait un indice. Deux points convergent en ce sens. La seigneurie de Loury appartenait à une famille proche du pouvoir. En 1401, Lorenz Lamy acheta le domaine. Il était conseiller du roi. 1527, la date de l'inscription, est l'année où François Ier commença à rénover le château de Fontainebleau. Retour à Chambord. Une certaine salamandre contribue à rapprocher Chambord et Fontainebleau. Elle est située dans l'oratoire du roi, une pièce exceptionnelle que l'on remarque tout de suite, dans la mesure où elle est asymétrique sur le plan du château. Elle dessine un 8 avec sa queue. Aucune autre des 700 salamandres de Chambord ne le fait. À côté, une autre dessine un S. Or, l'oratoire est dans la partie nord-est du château, vers Fontainebleau.
Et toutes les salamandres des façades de Fontainebleau ont leur queue nouée en 8. Nous comprenons que la salamandre en 8 de Chambord fait le clin d'œil à celle de Fontainebleau pour créer un lien entre les deux sites. Retour à la basilique Saint-Remy. Anciennement, son chœur était orné de tapisseries. C'est l'archevêque de Reims qui avait sacré François Ier, qui commanda une tenture, une série de 10 tapisseries, racontant la vie de Saint-Remy. Supposons que cette tenture contienne des éléments codés, qui valident l'alignement avec Chambord et Fontainebleau. Mais comment faire ? Le plus simple est de se diriger vers la 8e tapisserie. Elle pourrait ne pas être très catholique. Elle est la seule qui contient un distique, c'est-à-dire un ensemble de 2 vers. Sur tout le reste de la tenture, il y a des quatrains, des ensembles de 4 vers. Puisque avez-vous ce beau mystère, je vous supplie de le taire. De quoi s'agit-il ? Saint-Rémy bénéficie de grâces surnaturelles. Saint Pierre et Saint Paul lui apparaissent. Un disciple est témoin de ce miracle. Mais comme Rémy est un homme humble, qui préfère ne pas se mettre en avant, il dit « Puisque vous avez vu ce beau mystère, je vous supplie de le taire. » Cette affirmation à la tapisserie 8 voudrait nous dire que les châteaux de Chambord et Fontainebleau cachent avec la basilique un mystère. Comptons le nombre de lettres des textes de la tapisserie 8. Dans l'ordre de lecture des quatrains, on obtient 124, 114, 50 pour le distique, 114, 124. Il y a symétrie autour du distique. Mathématiquement, les 2 lignes en question comportent un potentiel exploitable. Puisque avez-vous 14 lettres, ce beau mystère 14 lettres, je vous supplie de le taire 22 lettres. On a 22 divisé par 7, qui est égal à 3, 14, 28, une bonne approximation du nombre pi. On a aussi 28 divisé par 22, qui est égal à 1,2727. Ce nombre est à la fois racine du nombre d'or phi, c'est-à-dire 1,272, mais ce nombre est aussi 4 sur pi, 1,273. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez. Il faut comprendre que pi et phi sont 2 clés de voûte des mathématiques initiatiques, souvent utilisées dans le codage ancien que je retrouve. Léonard de Vinci était un ami de François Ier. Il était aussi en relation avec Luca Pacioli, qui a écrit un livre sur le nombre d'or. Les codeurs du passé appréciaient les assemblages de pi et de phi, comme dans la fraction pi divisé par phi au carré égale 1,2. Et aussi dans l'égalité pi moins phi au carré égale 0,2 fois phi au carré. Ces nombres furent utilisés dans le Grand Code parce qu'ils symbolisaient pour les initiés la structure de l'univers et son harmonie divine. De bonnes clés de chiffrage donc. D'autres chercheurs font des découvertes dans le même sens concernant la Grande Pyramide notamment. Au XVIe siècle, un puits avec de l'eau s'écrivait un puits, P-U-I-S. L'affirmation peut alors se lire « Le puits que vous avez vu, ce beau mystère, je vous supplie de le taire ». Un puits est effectivement un symbole de ce qui est caché, et éventuellement le moyen d'accéder à une salle souterraine. Déjà, le château de Chambord a une relation directe avec l'idée d'un puits. Le centre du grand escalier, qui est aussi le centre du donjon, est un cylindre creux, en forme de puits.
Retour à la tenture de Saint-Remy. Chaque tapisserie est composée de plusieurs scènes. Les délimitations sont assurées par des piliers séparateurs. À la Renaissance, on pouvait appeler un pilier une puits. Comptons le nombre de piliers puits dans chaque tapisserie. La tapisserie 8 obtient le record du plus grand nombre. En parallèle, on voit que le mot puits en tant qu'adverbe est plusieurs fois présent dans les quatrains. Là où on en voit le plus, c'est à la tapisserie 8. Tant que nous sommes dans les records, la lettre S nous interpelle. S est la moitié symétrique d'un 8, comme sur la médaille de Marignan. Comptons les S dans toutes les tapisseries. La tapisserie 8 obtient le record du plus grand nombre de S. Il se pourrait donc que l'alignement Chambord-Fontainebleau-Basilique-Saint-Remy ait été voulu et codifié par l'intermédiaire du nombre 8. Le château de Chambord porte 7 preuves simples de la préméditation de l'alignement. Le château est orienté vers les 2 autres lieux, à 5 degrés près. Vers le nord-est, dans la direction de l'axe royal, sur une lucarne et une cheminée, sont écrites les lettres FRF. Cette inscription est reprise juste à côté, plus discrètement, sur la couronne d'une tourelle. FRF, pourquoi ? Peut-être pour François, roi de France. En tout cas, F est l'initiale du mot Fontainebleau et R est l'initiale de Reims. Devant la façade principale, on voit que les lanternons sont surmontés de lettres. Elles sont certainement les initiales de membres de la famille du comte de Chambord, à qui le château a appartenu. Ces gens ont restauré la tour lanterne. Mais quand même, à gauche, donc dans la direction de l'axe royal, se trouvent les lettres R, F, C, les initiales de Reims, Fontainebleau et Chambord, les 3 lieux alignés. Elles sont dans le bon ordre. La fleur de lys est l'emblème de la royauté. On en voit sur les toits, mais pas uniformément réparties. Elles fleurissent quasiment toutes du côté de Reims, la ville éminemment royale. François Ier établit son appartement dans l'aile nord-est. C'est étrange, puisque, traditionnellement, le logis du roi était installé dans le corps principal et non dans les annexes. Une explication est que François a choisi pour chambre la salle la plus proche de Fontainebleau et Reims. D'abord, le donjon a été construit. Ensuite, la courtine s'est développée à gauche, à droite et en arrière, en dupliquant le carré du donjon. Au nord-est, vers l'axe royal, il y a une anomalie. La courtine ne respecte pas la norme. Elle est en retrait de 2,40 m pour attirer l'attention. Je vais distribuer les lettres de l'alphabet sur le plan du donjon. D'abord A, B et C, une lettre par case, de gauche à droite, logique. D, E, F en dessous. Et je continue de la même façon. Au final,
Les lettres C, F, L, R sont du côté de l'axe royal. C pour Chambord, F pour Fontainebleau, L pour Loury et R pour Reims. C'est de la magie. Donc oui, les bâtisseurs étaient conscients d'aligner les 4 sites, ce qui fut fait secrètement, en déposant les cailloux du Petit Pousset, qui permettraient de valider la chose. Considérons une ligne qui va du centre de Chambord jusqu'à Fontainebleau, au bord du château. On stabilise la longueur à 124,025 km, parce que c'est exactement la valeur de 4 fois le cube de pi. Une autre ligne, qui part de la plaque de Loury jusqu'à la même zone du château de Fontainebleau, fait 63,6 km. C'est exactement 100 fois la racine du nombre d'or divisé par 2. Et pour compléter, la ligne qui part de Chambord pour arriver à la plaque de Loury fait 60,43 km. C'est l'inverse de 13 multiplié par 4 sur pi. En augmentant la longueur de 40 mètres, on obtient un raccord avec la racine de phi. La clé 13 est là. Ce 13 a été mis en évidence dans ma vidéo « Léonard de Vinci, Chambord, les vrais secrets ». Dans un autre épisode, nous verrons comment cette clé se retrouve dans le code François Ier. Le roi et ses initiés ont élaboré un chiffrage qui passe parfois par les nombres 8 et 13. Celui qui n'a pas compris ça ne perçoit pas le code. Par exemple, la longueur Château de Chambord-Basilique Saint-Remy mesure 260 km pile. C'est 20 fois 13. On serait aux prises avec des gens qui font semblant d'aligner à peu près des lieux, alors qu'en fait, ils maîtrisent totalement la précision et possèdent des connaissances et des moyens sophistiqués, en total anachronisme avec leur époque. Il n'existait officiellement pas de carte précise au XVIe siècle. Comment ont-ils fait pour placer les monuments avec précision? L'unité de mesure mètre et donc kilomètre allait être officialisée 2 siècles et demi plus tard. Comment se fait-il que les bâtisseurs semblent l'utiliser? La plaque de Loury est loin d'être sur la ligne Chambord-Saint-Remy, puisqu'elle en est éloignée de 400 mètres. Il serait légitime d'être déçu par une telle imprécision. Alors justement, la position de la plaque est validée par une autre ligne. Voyons cela. Je pars de la plaque. Je trace une ligne jusqu'à la basilique Saint-Remy. Disons que je vais à la louche jusqu'au milieu de la basilique. Surprise! Au château de Fontainebleau, le trait passe sur la galerie François Ier. Il s'agit de la galerie personnelle du roi, à la décoration énigmatique. François portait la clé sur lui. Un détail est stupéfiant. Les boiseries de la galerie sont décorées de dizaines de salamandres. Elles sont toutes vues de profil. Toutes sauf 2. Placées à l'extrémité est de la salle.
Ces deux-là sont vues de haut, vues d'avion, on va dire. Elles donnent à peu près les directions de l'axe royal. Et, chose surprenante, la nouvelle ligne passe sur ces deux salamandres, à quelques mètres près. Coïncidence extraordinaire? Ou précision anachronique des anciens, par des moyens que nous ne connaissons pas? Revenons à notre axe royal. À Reims, on amarre l'axe non plus à la basilique Saint-Remy, mais à la cathédrale. Qu'est-ce que cela va donner? La ligne passe à 110 mètres au nord du château de Fontainebleau et à 150 mètres de la plaque de Loury. Pas mal du tout. Pour se délasser un peu des chiffres, on va s'intéresser maintenant à des lettres. Vers 1520, Jean Tenot a écrit son second traité de Cabale, une commande du jeune souverain. Il le dédicace à François, très sérénissime monarque des François, rénovateur de l'âge doré. Pour l'occasion, il compose une anagramme. Il écrit 2 phrases différentes en employant les mêmes lettres. François, par la grâce de Dieu, roi de France, se métamorphose en par F, l'âge d'or durera d'ici à C rois en France. Dans la seconde composition, 3 lettres attirent l'attention. C, car cette lettre est isolée, elle signifie 100 en latin. F est également isolée. R, car cette lettre est une erreur dans l'anagramme. En effet, la seconde composition reprend exactement les mêmes lettres que la première, mais en ajoutant ce R. C, F, R, les initiales de Chambord, Fontainebleau, Reims. On peut poser l'hypothèse que Jean Tenot, un des éducateurs de François de Valois, était dans la confidence de ce qui se tramait au niveau architectural. La guématrie, ou gématrie, est une pratique kabbalistique. Elle consiste à transformer un mot en nombre. Pour cela, on applique tout simplement le système de conversion suivant. A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. On constate alors que le mot Chambord se convertit en 64, ce qui est 8 fois 8. Tiens, est-ce un hasard? Étonnamment, le mot Reims équivaut à 64, lui aussi. Mais alors Fontainebleau, il fait 125, ce qui est l'inverse de 0,008. Waouh! La somme des 3 valeurs mises au carré fait 64 009, ce qui reprend l'idée du 8 au carré. Il est quand même difficile de croire que le hasard seul a permis ces coïncidences. On pense plutôt à un ajustement des mots qui prouve la préméditation de l'alignement, en accord avec la loi du 8. Mais est-ce que ces orthographes existaient au XVIe siècle? Pour la ville du Sacre, le mot Reims apparaît plusieurs fois dans la tenture de Saint-Remy, sous la forme actuelle R-E-I-M-S. Fontainebleau, dans la forme moderne, est également attesté à cette époque. Pour Chambord, c'est moins certain. On disait notamment Chambourg. On conserve pourtant une lettre patente dans laquelle François Ier utilise la forme Chambord avec un T terminal et pas un D. Il savait ce qu'il faisait, puisque le mot Chambord équivaut au nombre 80. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Faisons entrer en scène un nouveau monument, et non des moindres, Notre-Dame d'Amiens,
est la plus vaste cathédrale de France, une des plus belles réussites de l'art gothique. On a vu que la ligne Chambord-Saint-Remy mesure 260 km pile. La cathédrale d'Amiens attire notre attention, puisqu'elle est séparée du château de Chambord d'une distance similaire, bien qu'il manque 150 mètres pour atteindre les 260 km. Mais si la ligne ne part pas du château de Chambord, mais de la petite église qui est juste à côté, l'église royale Saint-Louis, alors la ligne fait 260 km d'une croisée du transept à l'autre avec une précision stupéfiante. Pourquoi y a-t-il une église si près du château? Une des raisons pourrait être de servir le codage cartographique. La cathédrale de Beauvais est presque sur la ligne Chambord-Amiens. Il s'en faut quand même de presque 4 km. On peut penser que ce décalage est insignifiant en regard des connaissances cartographiques du XVIe siècle. Mais si la cathédrale de Beauvais n'est pas précisément sur la ligne, elle est très bien placée par rapport à autre chose. On évoquera cela dans un épisode à venir. La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais possède les plus hautes voûtes gothiques jamais réalisées. Celle du chœur plafonne à 48 mètres au-dessus du sol. C'est tellement haut que le monument s'est effondré 2 fois. Saint-Pierre de Beauvais resta inachevé et n'a donc pas de nef. Après les 2 effondrements, aucun architecte en aucun lieu n'a souhaité dépasser ni même égaler les 48 mètres de hauteur. Il y avait là une limite infranchissable. À noter que François Ier donna des fonds pour aider à la construction du transept. D'où les salamandres avec la queue en 8, ce qui indique que cette cathédrale se rattache au code François Ier. Du nord au sud, on a la plus grande cathédrale, puis la plus haute et le plus grand château de la Loire. Amiens, Beauvais, Chambord, avec les lettres initiales A, B, C. Mais c'est l'ABC de l'architecture. Comme on l'a vu, les toponymes de l'axe royal ont chacun une relation avec le nombre 8. Qu'en est-il pour ceux du nouvel axe? Le mot Beauvais, converti en nombre, donne 80. Ce nom est donc harmonisé avec la clé de François Ier. Le mot Amiens, lui, fait 61. Mince alors, il ne semble pas avoir de raccord avec 8. Ah si, 61 plus 64 égale 125. Autrement dit, Amiens plus Chambord égale Fontainebleau. Je prends ma calculette, je la tripote fébrilement, je découvre un résultat stupéfiant. Chambord plus Fontainebleau plus Reims plus Amiens égale 314. Mais c'est 100 fois pi. On continue. La somme des 5 noms totalise 40 lettres, ce qui fait une moyenne de 8 lettres par nom. Comment le simple hasard pourrait expliquer tout cela? Tous les toponymes semblent avoir été mis au point pour se prêter à des raccords chiffrés. Des messages secrets ont été déposés. Nous sommes devant un triangle Amiens, Reims, Chambord. Le triangle ARC, arc. Les 2 premières lettres de chaque nom sont AM, RE et CH, ce qui permet d'obtenir le mot arche. On l'avait déjà, juste avec le premier alignement.
En moyen français, une arche est un coffre et aussi le contenu du coffre, à savoir le trésor, les archives. Comme indiqué dans d'autres de mes vidéos, ce mot est important et récurrent. Il pointe vers l'idée d'un trésor caché, quelque part. Les 6 lettres du triangle permettent d'écrire marche ou marcher. Anciennement, le verbe marcher avait le sens de fouler aux pieds. On pourrait comprendre que le trésor est caché en sous-sol et qu'on marche dessus. Nous verrons plus tard, dans un autre épisode, comment la plaque de Louris se décrypte et pointe vers l'idée de dépôt secret, qui serait une des finalités de toute la mise en place. À Chenonceau se trouve un des plus beaux châteaux de la Loire. Il enjambe un fleuve, le Cher. En 1535, François Ier en devient le propriétaire, au règlement d'une dette. Il dira de ce monument qu'il est « une belle place et maison, assise en beau et plaisant pays ». Le roi en donne l'intendance à Philibert Babou, encore lui, comme par hasard. Et bien sûr, le château de Chenonceau joue son rôle dans la mise en scène cartographique. Que se passe-t-il quand on le relie à la basilique Saint-Remi ? La ligne passe à 800 mètres du château de Chambord, à 200 mètres du château de Louris, et accroche la grande cour rectangulaire du château de Fontainebleau. Pas mal quand même. Maintenant, je relie Chenonceau à la plaque de Louris. C'est presque la même ligne, mais pas tout à fait. Elle passe à 700 mètres du château de Chambord. Elle arrive au milieu du jardin de Fontainebleau, à côté du château. Le palais de Chenonceau fut donc intégré au concept de l'axe royal. On remarque que le nom même Chenonceau commence par CH, che, à l'instar de Chambord. Je suis devant le château de Villers-Cotterêts, un château commandé par le roi François Ier. Ce roi a tenu en fait à immortaliser pour la postérité ce monument, parce qu'il y a signé la fameuse ordonnance de 1539, dite justement de Villers-Cotterêts. Et par cet acte-là, la langue française devenait la langue officielle de la France. Auparavant, ce n'était pas le cas. C'était le latin. Une ligne joignant les châteaux de Villers-Cotterêts et Chenonceau est assez intéressante. Elle passe à 30 mètres du château royal de Blois, où François Ier a fait bâtir une aile. La ligne mesure en moyenne 261,9 km. On peut la réduire de 100 mètres en attachant la ligne aux portes des châteaux, pour obtenir 261,8, ce qui est 100 fois le carré du nombre d'or. Et justement, avant la construction du monument actuel, il en existait un autre, dont il ne subsiste que cette tour. Un peu plus au nord, ce château féodal était idéalement placé pour la longueur de phi au carré. À Villers-Cotterêts aussi, avant le château de François Ier, il y en avait un autre au même emplacement. Idem à Chambord, il y avait déjà un bâtiment avant le château actuel. Idem à Fontainebleau,
un château royal s'élevait avant que François ne le modernise et l'agrandisse. Le roi de la Renaissance n'aurait fait que prolonger une cabale architecturale qui existait bien avant lui. Cette perspective ouvre des considérations vertigineuses. Le chiffre 8 revient sur la scène. Sous le feu des projecteurs, le feu de la salamandre, il attend depuis 5 siècles que quelqu'un réponde à la question « Pourquoi y a-t-il souvent 2 8 ensemble ?» Effectivement, à Chambord, dans l'emblématique royale, le chiffre F est encadré par 2 nœuds en 8. Les grands disques F de la tour-lanterne reprennent le double 8 aussi bien avec la cordelière qu'avec les cryptogrammes en 8, toujours par paire. Le roi attachait une grande importance à ce module 88, puisqu'il est apparent dans le portrait équestre de Clouet. On a la lettre C, comme Chambord, qui précède 2 8. On continue la compilation avec une tapisserie de François d'Angoulême, futur François Ier, lointainement conservée au musée de Boston. On y voit déjà la cordelière des Savoies, nouée en 8, et aussi la salamandre avec la devise « Nutrisco et extingo », je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais. Et la forme en 88 est déjà là, esquissée. Retour à Chambord, chaque plafond comporte 80 caissons. Les F sont entourés de cordelières nouées en 8 à gauche et à droite. On pourrait y voir le symbole du nombre 88. Justement, la valeur numérique du mot salamandre est 88. Ce nombre à 2 8 se retrouve dans les dimensions de ces salles de garde. Elle mesure 8,80 m de largeur et 2 fois 8,80 m de longueur. À un autre niveau, un grand carré de 88 mètres de côté est sous-jacent dans le plan du château. Mais alors, ça veut dire quoi ? On pourrait croire que les bâtisseurs de Chambord ont utilisé le chiffre 8 pour codifier leur connaissance de l'unité de mesure mètre. Le chercheur Quentin Leplat a mesuré à Chambord, à l'aide d'un appareil moderne, des portes de 1 mètre de largeur. Tout ceci est bien évidemment surprenant, puisque le mètre n'existait pas officiellement. Il semble avoir été le symbole d'une connaissance cachée, connue de certains initiés, dont le roi et ses architectes. Une connaissance transmise à travers le temps, depuis une civilisation mère, telle que l'Atlantide ? Une interprétation parallèle rappelle à notre mémoire le dieu Hermès, que nous avons déjà mentionné. Il fut adopté par les Romains sous le nom de Mercure. On ne peut que s'étonner d'une caractéristique concernant la planète Mercure. Elle a une période de révolution de 88 jours. Les bâtisseurs feraient le clin d'œil à une certaine connaissance astronomique. Et au Dieu qui apporta la civilisation aux hommes. Il se peut que le mythe de Thoth Hermès Mercure corresponde en fait à une réalité, celle des dieux,
qui serait venu sur la terre pour apporter la vie, puis des fondations culturelles. Le maître était-il connu de la société secrète à laquelle appartenaient François Ier et sans doute Léonard de Vinci? On peut apporter la réponse à cette question sous un autre angle. Le plan du château de Chambord est inscrit dans un rectangle de 117 mètres sur 156 mètres. Ses largeurs et longueurs sont officielles, en nombre entier de mètres. On a un rectangle qui a exactement la proportion 3 sur 4. Il est un assemblage de deux triangles rectangles, 3, 4, 5, une forme essentielle de la géométrie. Nous avons tous appris à l'école que 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Le mot Chambord reprend à sa façon les nombres 3 et 4, puisque la première lettre C est la troisième dans l'ordre alphabétique, et la dernière lettre D est la quatrième. La façade principale exprime le même concept avec les arches. Il y en a 3 à gauche et 4 à droite. L'élévation du bâtiment résonne à l'unisson, puisque la terrasse a été posée à 24 mètres de hauteur, tandis que la tour-lanterne culmine à 32 mètres au-dessus de la terrasse. On est encore dans la proportion 4 sur 3, exprimée en nombre entier de mètres. 32 divisé par 24 égale 4 sur 3. L'écrivain Brantôme, puis l'historien Jean Bernier, ont affirmé avoir vu 2 vers gravés au diamant sur une vitre du château de Chambord. Ils affirmaient que cette inscription était de la main de François Ier. Un vieux concierge, un ancien valet de François, certifiait l'authenticité de l'écriture. Les vers affirmaient « Souvent femme varie, bien follet qui s'y fie ». Il ne s'agit pas d'une sentence de vieux macho désabusé, ou pas seulement. Ce qui varie n'est pas seulement le genre féminin, mais aussi la note de musique Fa. Il faut comprendre « Souvent la note Fa me varie, fou est celui qui s'y fie ». Mathématiquement, Fa est égal à 4 sur 3, comme par hasard. François, l'architecte ultime du château de Chambord, incorpore la proportion 4/3 dans son œuvre de différentes façons. Sacré François, tu nous as bien eus. On l'a dit, l'aile nord-est du château de Chambord est en retrait de 2,40 m. Les architectes devaient avoir de sérieuses raisons de renoncer à la symétrie parfaite du plan. On peut penser bien sûr que les bâtisseurs n'ont pas pu développer le projet idéal à cause d'un terrain trop instable au nord-est. Mais nous voyons plutôt dans cette anomalie comme un indice à déchiffrer. C'est vers le nord-est que l'alignement avec Fontainebleau et Reims se développe. Le retrait de 2,40 m a été soigneusement calculé pour servir le codage. Il fait écho aux 24 mètres de hauteur de la terrasse, puisque 2,40 m c'est 10 fois moins que 24 mètres. La duplication du carré du donjon dans cette direction ne fait plus que 41,60 m. Avec les 260 km pile qui séparent Chambord de Saint-Remy, il existe une égalité surprenante. 416 divisé par 260 égale 1,6.
une estimation à 2 chiffres du nombre d'or. La plus belle création architecturale de François Ier apparaît comme une énigme de pierre. Les anomalies du plan sont les indices à déchiffrer. Les concepteurs, les architectes, arrivent ainsi à transmettre leur connaissance des unités de longueur, mètres et kilomètres. Ils les ont secrètement utilisées, notamment pour créer l'axe royal et certaines dimensions du château. Ils se sont assurés que cette connaissance pourrait être retrouvée dans le futur. Les bâtisseurs ont utilisé un savoir cartographique qu'ils n'étaient pas censés maîtriser à leur époque. D'où tenaient-ils les cartes qui les auraient aidés à poser leurs alignements? 2 hypothèses s'imposent. Soit ces cartes étaient un héritage d'une civilisation antédiluvienne avancée, soit les hommes de la Renaissance ont été aidés par une civilisation extérieure. La finalité de cette cabale architecturale serait d'assurer la transmission de certaines connaissances relatives aux civilisations oubliées qui auraient existé dans la préhistoire. L'héritage de sociétés évoluées a pu être transmis depuis des temps immémoriaux. Nous verrons dans un chapitre à venir comment un des buts de toute cette affaire est la découverte prévue de dépôts culturels enfouis dans le sol de France. Portez-vous bien et ne manquez pas le prochain épisode du Code François Ier. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne